Santé. Santé. Santé Cyril. Santé. Voilà. Alors, bienvenue à l'apéro du chef. Aujourd'hui, l'apéro du chef, il va être sous le signe du courage, de l'abnégation, de la motivation, mais aussi du charme, de l'éloquence, parce qu'on reçoit Céline Ventil qui, pour moi, a un parcours tellement exceptionnel. Je pense que si j'ai un top 10 des personnes les plus courageux et vraiment fantastiques, des personnes que je connais, je crois que tu es dans le top 3. Bonjour Céline, athlète de haut niveau, conférencière, ambassadrice pour la cause de l'inclusion des personnes à handicap, mais je pense que la meilleure personne pour se présenter, c'est toi-même, donc je vais te laisser faire cet exercice. Merci beaucoup Patrick pour cette invitation, pour cette introduction aussi. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Pour me présenter, je suis sportive d'élite, un peu particulière peut-être, puisque j'ai commencé ma carrière de sportive en équitation. C'est une histoire de 20 ans. J'ai commencé l'équitation à mes 6 ans. Et quand j'étais en équipe nationale en junior en dressage, en 2008, c'est là qu'est arrivé mon grave accident. Le jour qui a basculé ma vie, où j'étais pendant un mois dans le coma après un traumatisme crânio-cérébral sévère. Et j'ai dû tout réapprendre, tous les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Marcher, parler, écrire, prendre une douche, manger. Et puis, j'ai repris ma carrière en main, j'ai remonté et j'ai participé à tous les plus grands championnats, donc championnats d'Europe, du monde. Et le Graal. Et j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Je rêvais des Jeux Olympiques, donc à Rio, aux Jeux Paralympiques en 2016, je l'ai réalisé, ce rêve. Et puis ensuite, ma mère a eu un grave accident aussi avec le cheval. Cette année-là, j'ai fait mes derniers championnats d'Europe. Et par la suite, par après, en 2018, soudain, j'annonce ma reconversion de l'équitation à l'athlétisme que certaines personnes attendaient. D'autres ne s'y attendaient pas du tout, trouvaient le pari assez fou et ne voyaient pas comment je pouvais y arriver, comme j'avais appris que récemment à courir. En plus, je courais des longues distances et puis après, je devais faire tout d'un coup du sprint. Et moi, comme je ne m'y connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était, de quoi il s'agissait, je me suis dit que oui, bien sûr, je vais le faire quand la fédération me l'a demandé. On peut tout apprendre, tout est possible, n'est-ce pas? C'est un peu ton credo, ça, tout est possible. Ouais. Exactement, bon. C'est ma philosophie de vie, ou c'est plutôt mon état d'esprit. C'est-à-dire que malgré les obstacles, je me donne les moyens, je les mets en œuvre pour aller le plus loin possible. Et finalement, les obstacles, les difficultés, je les adore parce que c'est ce qui me pousse à avancer et c'est ce qui me le permet aussi. Ouais. Et pour nos auditrices, par exemple, pour qu'ils se rendent vraiment compte de ce que ça représente de switcher de l'équitation à l'athlétisme, est-ce que par exemple tu peux expliquer ce qu'ont été les premières difficultés pour toi, pour ne serait-ce que courir, quoi? Alors j'ai un handicap, je vais quand même peut-être expliquer ce qu'il en est parce que quand l'on me voit comme ça, on ne voit pas mon handicap, donc on ne peut pas savoir. Pourtant, à partir de 18h, quand on me voit marcher dans la rue, certains pensent que j'ai bu un verre de trop. Ça arrive. Ça peut arriver, c'est l'apéro. Hein, mais... Ça arrive. Voilà. C'est-à-dire que j'étais tétraplégique partiellement. J'ai bien entendu beaucoup récupéré. J'ai plus que des difficultés de coordination et d'équilibre et une certaine spasticité. Ça veut dire que je ne contrôle pas tous mes mouvements. En courant, par exemple,
si ma jambe ne veut pas se lever avec la fatigue, elle ne se lèvera pas. Okay. Et là, c'est la chute. Donc, il faut mieux beaucoup s'entraîner, créer ses habitudes, les renforcer le plus possible pour anticiper aussi ce risque-là. Mais une autre facette du handicap, celle que l'on ne voit pas, c'est le fait d'être à moitié aveugle. Puisque lors de ma chute d'équitation, de mon accident en 2008, les 2 nerfs optiques ont été lésés à moitié. C'est-à-dire que j'ai perdu la moitié de mon champ visuel du côté gauche. Et de la partie droite, je vois autre chose avec les 2 yeux. Donc je vois double, 2 images. Et voir 2 images, c'est-à-dire que je vois aussi en 2 dimensions. Donc je ne vois pas de distance et pas de relief, pas de hauteur. Mais par contre, sur la piste d'athlétisme, les lignes, elles sont bien là. Et oui, j'ai pas le droit de les dépasser. Oui, c'est ça, parce que tu as toutes les contraintes qu'impose la fédération sur les valides, tu y as droit aussi. Donc du coup, tu dois mémoriser la piste par cœur. Comment ça se passe pour toi? Tu marches avant pour… Alors sur 100 mètres, il n'y a pas grand-chose à mémoriser, certes. Patrick, ça va tout droit. Oui, mais sur 200. On en parlait sur la piste, sur des virages, ça peut être… quelque chose de différent, et tu nous en parlais tout à l'heure, et si tu peux nous redire comment ça se passe en fait pour toi. Alors en fait, j'aimerais bien rebondir sur le fait que le 100 mètres, c'est facile parce que ça va tout droit. Non, faut s'imaginer. Non, il dit qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est ça que je veux dire. Mais oui, par contre, oui, ça n'est pas si simple que ça. Non, mais faut s'imaginer avoir un handicap comme le mien, avec ces difficultés d'équilibre. C'est-à-dire que tout d'un coup, je peux perdre l'équilibre à droite ou à gauche. Et en plus, si la ligne sort de mon champ de vision, tout d'un coup je ne la vois pas, je perds l'équilibre. Il y a toujours un risque de la dépasser aussi, même si c'est peu probable. Par contre, dans le virage, c'est encore une autre histoire. C'est pour ça qu'après ma reconversion, j'ai couru plusieurs fois pendant 20 minutes sur la piste dans des différents couloirs. Souvent, je les ai même parcourus à pied en marchant tranquillement, et je le fais toujours très régulièrement pour justement avoir le ressenti de la piste, des courbes, comment ça tourne, à quel point, comment je dois m'orienter, comment je dois mettre mon corps dans la bonne direction. Alors pour le coup, pour ceux qui ne sont pas forcément coutumiers de ça et ce genre de choses, alors on en parlait tout à l'heure, moi c'était il y a longtemps, mais j'ai beaucoup pratiqué le sprint par rapport au sport que je faisais, et il faut se rendre compte en fait que sur une piste d'athlétisme, les virages en fonction des couloirs ne sont pas les mêmes. Oui, c'est-à-dire que quand on est au couloir 1, le virage, le rayon est beaucoup plus court que le virage 8, et pour le coup, donc tu nous disais tout à l'heure, il arrive régulièrement que tu fasses des courses avec des valides. Est-ce que pour le coup, tu as toujours le même couloir, ou tu dois, comme tous les athlètes valides, tu dois t'entraîner sur tous les couloirs pour pouvoir mémoriser justement cet angle? Alors, je peux courir en compétition sur n'importe quel couloir, et je ne le sais pas à l'avance, tous les athlètes valides. Okay. J'ai exactement les mêmes règles, mais avec une ou plusieurs difficultés de plus. Exactement, ouais. On rebondit sur le côté athlète d'élite. Tu avais un rêve qui était Rio. Ton nouveau rêve, c'est quoi? Qui ressemble beaucoup au premier, il me semble. Tokyo 2020, mais pas en équitation cette fois, en athlétisme, dans une nouvelle discipline, parce que j'aimerais pouvoir montrer que tout est possible. Même si l'on n'arrive pas à faire une chose avant. C'était aussi mon cas. Puisque après mon accident, je ne savais plus courir, j'ai dû le réapprendre. Donc ce défi-là en était l'opportunité. L'opportunité d'apprendre, se renforcer, faire autre chose. Et en équitation, j'aurais pu continuer. Ça aurait été la voie facile de se qualifier pour Tokyo. Mais il me fallait un plus grand défi pour ça. Moi, ce que j'aime bien chez Céline, c'est que quand elle change de challenge, déjà en soi, le changement est un challenge, mais elle le pousse au degré. Mais moi, je ne veux pas changer, je veux le changer, mais je vise l'Olympe, tu vois, je vise vraiment le… C'est ça que j'adore chez toi. Moi, ce que j'aime bien, c'est de dire non, mais continuer et refaire les Jeux Olympiques en équitation, ça serait trop facile. Donc, je veux refaire les Jeux Olympiques, mais dans une autre discipline. C'est pas courant quand même. C'est vrai que c'est pas courant, mais c'est vrai aussi que j'arrivais et je réussissais beaucoup de choses dans la vie,
Tandis que faut quand même le rappeler que j'ai eu un grave accident, j'ai un handicap et que j'ai réussi à m'en sortir de manière exemplaire. Oui, peut-être, mais j'ai laissé les difficultés. Après, plusieurs choses me réussissaient. J'ai écrit un livre, un documentaire a été fait, je donne des conférences, j'ai été Miss Handicap, j'ai fait un bachelor en management et marketing. Donc, plusieurs choses. J'y arrivais, je m'en sortais et j'ai toujours été orientée solution et je les ai trouvées. Finalement, les gens disaient que oui, tout est possible et tout est possible pour moi et pas pour eux. Donc, mon défi, c'était de pouvoir montrer que c'est possible, même si on n'arrive pas ce qu'on aimerait à l'heure actuelle. Et c'était mon cas en athlétisme. Et beaucoup de monde y croyait parce qu'ils me connaissaient avant. Et ils connaissaient mon état d'esprit. Et ils ne connaissaient pas non plus l'athlétisme, toutes les particularités. Donc pour eux, c'était naturel que je n'allais pas abandonner, c'était sûr. Mais pour d'autres qui s'y connaissent mieux en athlétisme et qui ne me connaissent pas forcément très bien, pour eux, c'était impossible. C'était impossible. Ça paraissait complètement fou. Et d'ailleurs, c'est une remarque que l'on n'a pas hésité à me faire. Ah ben, j'imagine, parce qu'il y a toute la motricité qu'il faut pour la course, parce que c'est pas juste courir, c'est courir pour faire un chrono en plus. Donc il y a vraiment toute la technicité de l'athlète, il y a le repérage de la phase, il y a tellement de facteurs qui fait que ça ne m'étonne pas que ceux qui connaissent t'ont dit que c'était impossible. Mais je pense que plus on te dit que c'est impossible, plus ça te motive, toi, non? Oui, c'est exactement ça. Mais il ne faut pas oublier non plus que ça demande une certaine réorganisation. Ah bah. Puisque monter à cheval ou courir, c'est pas la même chose. Non, même si en équitation, je faisais aussi beaucoup de renforcement musculaire, de la musculation, j'entraînais ma coordination de manière un petit peu différente. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir beaucoup appris et d'avoir développé beaucoup de capacités aussi. En lien avec mes études, puisque je les ai faites en management et en marketing. J'apprenais à l'université et j'avais la pratique derrière pour gérer ma carrière. Pour gérer ta carrière, ouais. Oui, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un athlète de haut niveau, surtout sur des disciplines individuelles, en fait, vous êtes quelque part des chefs d'entreprise qui devaient gérer votre carrière. Et puis surtout en plus en Suisse, parce que le sport en Suisse, malheureusement, c'est pas comme les grosses fédérations. Donc, tu peux aborder aussi ce sujet-là, cette partie-là, du comment tu as pu construire ta carrière pour pouvoir espérer aller à Tokyo? Oui, bien sûr. On a aussi beaucoup de gestion à faire. Si on regarde dans une carrière de sportif, bah oui, il y a l'organisation des entraînements, de la gestion de projets, des compétitions. Des ressources humaines, même si l'on regarde pour Rio 2016, pour les JO, quand on y pense, j'avais une quinzaine de personnes autour de moi à devoir solliciter, à devoir mobiliser quand il le fallait. Parfois, c'était tout soudain, donc il fallait avoir un certain talent dans les relations humaines aussi. Talent de négociation aussi, parce qu'il va pour le côté financier et se financer son départ au JO, donc négocier avec les sponsors, ce genre de choses. Exactement, trouver assez de soutien parce qu'on a un budget à boucler. Après, il y a tout l'aspect de la comptabilité, puis l'aspect vraiment marketing, communication opérationnelle, réseaux sociaux, site internet. Et puis surtout aussi la gestion de son image, notamment aussi en relation avec les médias. Bien sûr. Moi, je fais souvent ce parallèle. Moi, je travaille avec des sportifs, que ce soit des profs de golf, je rajoute dans mes formations, ou des coachs sportifs. Et je fais souvent ce parallèle en fait, entre le sportif de haut niveau, c'est un domaine que je connais, j'ai été aussi, et en fait, on ne se rend pas compte du parallèle entre un entrepreneur et d'un sportif. C'est-à-dire que typiquement, dans ta discipline, pour ces 15 secondes
et quelques que tu vas passer sur la piste, les gens ne se rendent pas compte que c'est des dizaines d'heures d'entraînement hebdomadaires qui sont focus pour ça, au même titre qu'un entrepreneur qui, finalement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne se rend pas compte, mais 80% de son temps, c'est tout sauf son travail, quoi. On fait tout ce qu'il faut pour que le petit temps où on va livrer ce qui est notre vrai cœur de métier, c'est toute cette préparation. Et je pense que c'est en ça où des athlètes de haut niveau ont ces facultés de rebondir et ensuite se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils savent que le peu de temps que tu vas passer sur scène en tant que conférencière, c'est tout un travail en amont. Et au même titre que quand tu vas passer, et ton record, moi je le trouve incroyable, sur 100 mètres, tu l'as battu en plus très récemment. Donc, c'est juste 15,55. 15,55 sur 100 mètres. Enfin, je veux dire, énormément de gens valides rêvent de courir sur 100 mètres ça. Et toi, tu fais ça et tu le confirmes en plus une semaine après avec un temps quasi similaire en ratant ton départ. Et en fait, pour ces 15 secondes 55, c'est des dizaines, des centaines, des milliers d'heures d'entraînement et de travail. Et c'est la même chose pour un entrepreneur. On va dire, mais il était au bon endroit au bon moment. Non, il s'est préparé dans l'ombre tout le temps. Oui, justement, on parlait du côté de l'entreprise, de la gestion, et tu ajoutes justement tout l'aspect de l'entraînement. Donc, le métier de sportif d'élite, c'est pas seulement une chose ou l'autre, c'est toute la gestion et la performance physique. Donc ça donne une grande composante supplémentaire à devoir gérer et surtout qu'il faut être en forme quand même le jour J, au bon moment, à la bonne minute et à la bonne seconde. À la seconde pour toi maintenant, oui. Et du coup, tu as aussi eu l'intelligence de savoir t'entourer au final parce que maintenant aujourd'hui tu as une équipe avec toi au niveau sportif mais aussi au niveau le reste, la communication, le fundraising, l'événementiel, je pense que tu es bien entouré. Et c'est ton diplôme management qui t'a permis ça ou... Alors c'est vrai que petit à petit, ça s'est développé. Je suis toujours partie du point de vue que si l'on voulait recevoir quelque chose, l'on doit donner d'abord. Et ma passion, c'est d'aider. C'est d'aider, de transmettre, de partager. Je l'ai fait par le biais de conférences surtout, par le biais du livre que j'ai écrit aussi, pas à pas, aux éditions Slatkin. Et puis de personne à personne avec celles qui sont en face de moi. Mon but, c'est de pouvoir les aider, les responsabiliser, qu'elles-mêmes, elles réfléchissent et elles se remettent en question pour les aider à avoir ce déclic qui va les aider à aller de l'avant. Tu nous disais que tu étais très impliqué et tu t'engageais beaucoup dans l'inclusion et puis faire la prise de conscience sur l'inclusion en fait, des personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est... Alors, tu es directement touché et tu connais bien pour le coup les enjeux et les problématiques. Est-ce que tu as aussi un sentiment un peu de rendre finalement ce que toi tu as pu avoir et recevoir et être aidé en tant que personne en situation de handicap ou... C'est sûr que j'ai été beaucoup aidée par le passé, tant lors de ma rééducation, où j'ai dû tout réapprendre. Ma famille, mes amis aussi étaient vraiment très proches de moi, étaient toujours là, m'ont beaucoup soutenue. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance de le recevoir et j'en suis extrêmement reconnaissante. C'est sûr que c'est aussi une manière de le rendre. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de soutien au niveau sportif, notamment, même encore plus dans la vie de tous les jours. C'est sûr qu'on peut parler des sponsors, mais c'est aussi les personnes comme vous que je rencontre au quotidien. Ça peut être des proches, mes médecins ou thérapeutes. Qui me soutiennent et qui me donnent cette énergie pour aller de l'avant. Pour avoir été à ton dîner de soutien que tu as organisé, le monde qu'il y avait quasiment plus de monde pour elle que certains clubs professionnels qui ont fait leur repas de soutien au même endroit. Donc, et puis ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu avais pris le temps de faire le tour des tables et de rencontrer tout le monde. Ça, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et ça ne m'étonne pas qu'au final, quelque part, les gens adhèrent à
à tes projets, ton combat et ce genre de choses. Ouais. Mais pour finir sur la question, justement, si j'avais cette impression d'avoir ce devoir de rendre quelque chose, pour moi, c'est plus vraiment la passion de donner, de transmettre de l'énergie. Et j'aimerais vraiment concrètement faire avancer les choses dans le milieu du handicap, notamment de l'inclusion et de l'égalité. Est-ce que tu as des personnes valides qui viennent te voir pour prendre des conseils? Oui, Ouais. oui, ça m'arrive régulièrement. Parce que tu t'es orienté aussi un petit peu là-dessus sur comment aider les gens à se dépasser ou ne serait-ce qu'à changer certaines habitudes pour pouvoir atteindre des objectifs? Alors j'en ai fait du coaching, j'en ai donné. J'en ai donné à des personnes donc valides, avec qui ça a très très bien marché, qui se sont très bien développés. C'est quelque chose que j'ai adoré faire aussi, simplement que chaque chose a son temps. Bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas m'engager dans cette pratique. Ouais. Et justement, en parlant du jour d'aujourd'hui, avec la période qu'on vient de vivre, ça a été comment pour toi? Je t'imagine tellement comme une lionne en cage à ronger son frein, ou comment tu l'as vécu? Alors je me suis dit, s'il faut vivre cette période, ce confinement, c'est sûr que personne n'aimerait ça, moi non plus. Il faut le vivre, alors autant en apprendre et en faire quelque chose de bien. Donc ça a été mon objectif. Je me suis remise en question et d'abord, pour commencer, j'ai réussi à trouver des solutions assez rapidement. Donc j'ai eu un vélo spinning, donc une espèce de vélo de course et d'appartement en même temps, et une machine de musculation que j'ai pu me procurer également. Donc ça a été d'une grande aide pour pouvoir continuer à m'entraîner, assurer toutes mes séances d'entraînement, et j'ai trouvé une petite piste, ou plutôt une ligne droite de 100 mètres en tartan, qui était peut-être vieille et pas très bien entretenue, mais dans les conditions qu'on a vécues à ce moment-là, c'était un luxe. Donc déjà, j'étais très reconnaissante par rapport aux moyens que je pouvais avoir à ma disposition. Je me suis entraînée aussi avec des bancs tout simplement à l'extérieur, d'autres éléments du mobilier urbain. Je me suis vraiment adaptée à la situation. Et bien sûr, j'avais pas de coach à mes côtés, comme mon entraîneur est à Lausanne en plus, donc pas la porte à côté. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai beaucoup communiqué avec lui par téléphone, c'est une chose. Mais comme je ne l'avais pas à mes côtés, j'ai dû vraiment apprendre à ressentir mon corps. Et avec le handicap, déjà, c'est une force, je dirais, parce qu'on connaît très bien son corps. Tu t'es pas mis au yoga? Je ne me suis pas forcément mise au yoga, mais par contre, je fais des différentes choses, tant pour me libérer l'esprit que des étirements ou des exercices de mobilité pour le corps. Mais quand je reviens sur le ressenti que j'ai dû développer, ressentir mon corps, si les mouvements étaient justes ou pas justes, déjà que j'avais la chance de bien connaître mon corps grâce au handicap, parce qu'avec mon handicap, je suis emmenée très souvent à devoir trouver des solutions. On ne parle même pas de la situation que j'ai vécue l'année passée encore, où je me suis fait opérer de la cheville, j'étais en béquille, j'avais le plâtre et j'allais en salle d'entraînement. Pas d'excuses. On s'adapte à la situation. On fait autre chose, on trouve d'autres exercices. Le pied, il est dans le plâtre, mais le reste du corps, non. Donc tu as travaillé ton cardio différemment ou ce genre de choses? Oui, j'ai fait les intensités sur le handbike, le vélo à bras, comme on dit, et j'ai trouvé d'autres manières pour renforcer le reste du corps, puisque si
un pied ne fonctionne pas, on sait que même en renforçant l'autre côté, il reste des muscles qui sont, on va dire, utilisables pour la musculation, le renforcement. Le côté qui est pas blessé incitera quand même l'autre à rester à jour. Ouais, en contrebalançant. Ouais. Et tu as aussi appris à filmer du coup pendant Oui. le confinement. Oui, puisque je devais trouver une manière aussi de m'auto-corriger. Déjà, j'avais la voix de mon coach dans l'oreille, mais bien sûr, on n'avait pas de micro, rien du tout, pas de téléphone pendant l'entraînement. Mais je me rappelle très bien de toutes les corrections qu'il me donne habituellement. Et ce que j'ai fait pour vraiment l'intégrer le mieux possible et optimiser justement la perfection des mouvements. Vraiment la technique, et mon coach il est très exigeant à ce niveau-là. Donc ça doit vraiment être nickel. Et il trouvera toujours encore quelque chose qui ne le sera pas assez. Mais c'est son job. C'est son job et c'est ce qui est génial d'avoir un coach. Tu peux le nommer parce que... Kenny Gay qui est à Lausanne, comme je l'ai dit auparavant. Et donc, je m'entraîne en temps normal avec son groupe d'entraînement d'athlètes valides. En plus, c'est des garçons qui font du 400 mètres et. Donc. Et donc en fait, toi comme beaucoup de monde pendant le confinement, tu t'es filmé, mais pas pour TikTok. Toi, c'était pour les entraînements. Ouais, exactement. J'avais l'appareil photo. J'ai réussi à récupérer un trépied d'un ami. Je l'ai placé. J'ai cliqué sur l'appareil photo pour enregistrer. Je faisais mon exercice. Après, je regardais pour voir justement si je le faisais déjà bien et quelles corrections je pourrais améliorer. Puis je repartais, je refaisais et ainsi de suite. Ça me prenait beaucoup de temps. Parfois il faisait chaud pendant ce confinement, comme on a eu plutôt une belle météo. Donc je me suis longtemps entraînée de cette manière-là. Et finalement, en travaillant vraiment sur ma stabilité aussi, j'ai réussi à progresser à ce niveau-là. D'ailleurs, tu bats ton record sur 100 mètres en sortie de confinement, quoi, là où on pourrait penser que tu t'es pas entraîné de manière optimale parce que pas de piste et ce genre de choses. Au final, tu as travaillé d'autres choses et ça a été bénéfique, quoi. Ouais, ça faisait seulement 3 semaines que je m'entraînais une fois par semaine seulement sur une vraie piste d'athlétisme. Donc c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup d'entraînement dans les jambes. Si j'aurais pu l'avoir, j'aurais peut-être été encore plus performante. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le confinement pour moi a porté ses fruits. Et cette remarque, je ne suis pas la seule à le dire, puisque à la base, ça vient des personnes autour de moi qui me disent vraiment que ça m'a fait du bien, puisque c'était aussi pour moi l'opportunité de me ressourcer. De me ressourcer, de me reposer. Beaucoup sollicitée aussi. J'ai été beaucoup sollicitée, non seulement pour donner des conférences, pour des événements. Il y a eu ma soirée de soutien le 20 février dernier qui était incroyable, extraordinaire, vraiment magnifique. J'ai eu la chance d'y participer, donc oui, c'était vraiment excellent. Ouais, je suis extrêmement reconnaissante vis-à-vis des organisateurs. Et pendant ce confinement, tout ça, il y a eu la mauvaise nouvelle du report des JO. Pour toi, comment ça a impacté ton organisation? Ça t'a mis un coup dans le moral ou au final, pour toi, c'est juste un obstacle de plus et tu le surmonteras Alors, au début du confinement, on ne savait pas ce qui allait se passer. Comme l'annonce du report des Jeux a tardé à venir. Et c'est sûr que dans certains pays, des athlètes avaient accès à des très bonnes infrastructures. Et dans d'autres pays, pas du tout. Donc, pour ma part, je n'avais pas accès aux pistes d'athlétisme. On ne savait pas comment ça allait se faire, mais ça aurait été impossible d'aller aux Jeux
avec une inégalité de traitement Oui, bien sûr. des athlètes. Donc heureusement que les Jeux ont été reportés. De toute façon, ils n'auraient pas pu avoir lieu s'ils devaient l'être. Après, déjà, pour moi, c'était un soulagement à ce niveau-là. Après, pour moi, c'était plutôt une bonne nouvelle. Ok. Pour plusieurs raisons. D'abord, sportivement. Après, de l'organisation du côté de la gestion aussi. Alors d'abord, pour commencer par le premier aspect, sportivement, ça n'a fait que 2 ans que je fais de l'athlétisme. Ma reconversion, elle date de début 2018, ou 2 ans et demi maintenant. Donc sur 2 ans et demi, avoir une année de plus, donc 3 ans et demi, c'est non négligeable. Bien sûr, ça te fait de l'expérience que tu n'avais pas, ça te rend... Surtout, ça me donne beaucoup plus de temps pour fortifier ma santé. En plus, avec le handicap, les chocs sont beaucoup plus élevés. Faut le dire quand même, il faut être honnête. Donc, j'ai des différentes manières d'entraînement aussi. Certaines séances où je m'entraîne par exemple sur un tapis à l'hôpital de la Tour qui allège la gravité, donc son poids du corps, pour avoir moins d'impact et pour pouvoir faire de la survitesse, comme on le dit. Donc sportivement, vraiment pour ma santé déjà, c'est très bien. Après, ça me permet de progresser encore, de progresser, de me développer. Ça me donne ce temps pour ça et de me préparer aussi d'une manière plus tranquille, avec moins de pression et surtout de pouvoir tout relâcher maintenant et tout remettre à plat, me concentrer sur les bases et vraiment construire ou me construire d'une manière beaucoup plus solide. Après, pour le côté de la gestion, j'ai la chance depuis un peu plus d'une année d'avoir une association de soutien qui s'appelle Situs Céline. Donc, comme la devise olympique l'indique, Situs, Altus, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort. Donc, Situs Céline, plus vite Céline. Okay. Donc, c'est vraiment, ça a été vraiment un catalyseur d'avoir un encadrement autour de moi, notamment qui m'aide à trouver les sponsors, les partenaires, les ressources, comme tu dis, et puis qui a organisé cette extraordinaire, cette incroyable soirée de soutien. Donc ça, c'est d'une force. Et peut-être même que j'en profite pour revenir à la discussion d'avant, là où on disait justement que je pars du point qu'il faut donner pour recevoir. Justement, j'ai toujours tellement donné de moi, en tout cas j'ai essayé de le faire le plus possible et ce que je fais toujours. Et effectivement, ça m'est revenu après. Des personnes sont venues vers moi, se sont regroupées pour former cette association de soutien à mes côtés. Et bien entendu, ce confinement, pour toutes les entreprises, ça a été extrêmement difficile, extrêmement violent. Même moi, je pourrais pas me l'imaginer. Donc, pour l'organisation sportive, tout a été mis au ralenti aussi pendant plusieurs mois, pendant un instant. Mais moi, l'important, c'était de continuer, de ne pas arrêter de m'entraîner, de progresser, de continuer mon chemin et surtout d'être prête à tout parce que je ne savais pas quand ça allait recommencer. Et il faut se rendre compte que le Conseil fédéral, lorsqu'il a annoncé pendant sa conférence de presse que le 10 juin, les manifestations de 300 personnes seraient autorisées, il faut se rendre compte que
quelques jours avant le 10 juin, même pas une semaine, j'ai appris que j'aurais ma première compétition ce jour-là. Ah ouais. Donc ça a été très très vite. Donc effectivement, je devais être prête à tout. Ouais. Alors, heureusement que tu t'étais bien entraîné et préparé pour cette course, quoi, au final. Alors pendant le confinement, je m'étais bien entraînée en quarantaine chez moi, même si certains entraînements pouvaient être très longs. Comme il m'arrivait de m'entraîner jusqu'à plusieurs heures par jour en quarantaine entre quatre murs, notamment lorsque je faisais de la musculation, où les séances sont plutôt très longues. Après, je me suis entraînée seulement 3 ou 4 fois sur une vraie piste d'athlétisme, donc une fois par semaine, pendant un mois avant ma première compétition, qui allait être enchaînée tous les week-ends par des autres. Donc tout a été très vite. Maintenant, on se voit à peine 3 semaines plus tard. J'ai déjà 4 compétitions dans les jambes. Ouais. Et ça continue jusqu'à mi-juillet avec au moins 1 voire 2 courses tous les week-ends. Donc, tu avais plutôt intérêt à ce que ton corps soit prêt et compagnie. Et surtout, reposer. Ouais, aussi. Reposer, ressourcer. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire pendant ce confinement. C'était aussi de trouver un certain équilibre entre le sport et une autre activité pour que je puisse distraire mon esprit, pour qu'il puisse penser à autre chose. Parce que pour avoir déjà moins de pression, pour pouvoir relâcher tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup écrit. J'ai fait d'autres choses comme des conférences par Zoom notamment. J'ai vu que tu en avais, effectivement, je te suis sur les réseaux sociaux. Bah, oui, c'est vrai que tu as été pas mal sollicité aussi pour donner des conférences via Zoom. Et il y a la RTS qui t'a suivi ou qui a fait des reportages sur toi aussi, non? Oui, exactement. Je suis intervenue dans leur émission matinale On se bouge, là où ils proposaient des activités sportives. Et je suis intervenue. Notamment ça a été une interview réalisée par Zoom. Et c'est sûr que j'ai suivi un conseil d'administration et plusieurs comités par Zoom également. Et j'ai trouvé ça une superbe alternative parce qu'au quotidien, avec mes occupations sportives dans la vie de tous les jours, je me déplace beaucoup. Je fournis déjà beaucoup d'efforts. Donc pour moi, ça a été une vraie découverte. Comment je pouvais être efficace et optimiser mon temps à la fois. Tout en restant à la maison. Et non, les gens ont découvert les avantages du télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises qui me disent, moi avec la relance, la plus grande difficulté c'était de faire revenir mes employés parce qu'ils ont pris le goût et puis souvent ils étaient sur le moment où il fallait être efficace, ils l'étaient parce que ils n'ont pas eu le transport, ils n'ont pas eu tout ça. Ouais. On peut aborder, alors tu me dis si c'est trop émotionnel ou pas, mais on a parlé de Rio. Mais du coup, il y a eu un gros épisode récemment. Oui, oui. Oui, avec ma jument Amanta, donc la jument avec laquelle j'ai performé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, avec laquelle j'ai fait les championnats d'Europe, les Jeux équestres mondiaux aussi. Enfin, tous les championnats, tous les plus grands championnats depuis 2014 jusqu'en 2017. Et la jument, grâce à la générosité d'un mécène que j'ai pu garder jusqu'à cette année. Après, c'est sûr, c'est des grandes charges aussi. Et pour moi, j'avais pas le temps d'aller m'en occuper et je pouvais l'avoir seulement 1 ou 2 jours par semaine. Donc, bien sûr, d'autres personnes la montaient, mais étant donné que financièrement, ça arrivait gentiment au bout,
j'ai pris la sage décision avec ma maman de m'en séparer. Et je suis très, très heureuse, très reconnaissante en fait de la solution qu'on a pu trouver parce que la jument est partie aux Pays-Bas chez la cousine de mon ancien entraîneur. D'accord, ça reste dans la famille. Donc, ouais, elle reste dans la famille. Et puis, on l'avait acheté aussi. On l'avait acheté aussi chez des gens qui faisaient partie de la famille éloignée de ce même entraîneur. Parce qu'elle, en tant qu'athlète, elle peut encore ou elle avait aussi pris sa retraite avec toi? Non, alors la jument elle a 15 ans, elle est en pleine forme, donc elle peut encore. Elle peut, okay. Donc là, elle est aux Pays-Bas chez une jeune fille. Elle a une vie de luxe. Elle va tous les jours, la moitié des journées, toutes les matinées au pré avec un autre cheval. Donc en plus, elle a un copain. Et puis cette jeune fille, justement, elle la monte et elle aimerait aussi encore faire des compétitions avec elle. Et pour finir, pour moi, c'est le plus beau cadeau. Quelqu'un a du plaisir avec la jument et se fait vraiment plaisir, l'aime, s'en occupe très très bien. Et ça pour moi, c'est ça me rend très heureuse. Tu prends toujours des nouvelles? Il te donne des nouvelles encore de la jument ou... Elle vient de partir récemment. Oui. Et c'est vrai, il me donne souvent des nouvelles ou il m'envoie aussi des photos. Il n'y a pas une vidéo sur le box, enfin, il n'y a pas une caméra qui filme en permanence la box. En zoom avec la jument. La technologie d'aujourd'hui le permettrait. Oui, d'où le clin d'œil. L'avantage et l'inconvénient avec Céline, c'est que l'interview, elle pourrait durer 3 heures, tellement qu'il y a des choses à dire et à redire. Là, on arrive sur quasiment l'heure. Je fais souvent le portrait, je fais le portrait, ce que j'appelle le portrait chinois de l'invité. Donc, on va te poser des questions pour te découvrir toi. Parfois, j'ai des éclairs de génie, les questions sont intelligentes et puis parfois, je suis juste moi et les questions sont moi. Et tu réponds vraiment comme tu le sens. On y va. On y va. Alors, habituellement, je commence toujours par la même question, c'est comment on devient chef? Comment on devient chef? Par l'amour de la vie, par l'amour des autres personnes et par l'envie de partager. Super. En tant que chef d'entreprise et athlète de haut niveau, tu es plutôt sado ou maso? Alors j'aime me faire du mal pour pouvoir me dépasser et pour pouvoir avancer. Et c'est surtout le mal pour le bien. Okay. Puisque c'est ce mal-là, cette douleur-là qui nous fait avancer, qui nous fait passer la ligne d'arrivée et qui nous fait ressentir des émotions qui sont juste indescriptibles. Quand on bat son record, par exemple, en passant la ligne d'arrivée, ou bien en équitation, c'était exactement la même chose. Mais je me faisais pas mal, mais c'était une concentration intense, l'harmonie avec le cheval, c'était comme de la danse. Okay. Une chanson que tu chantes sous la douche. Je ne chante pas sous la douche. Ou dans le train ou quand tu vas pour Macolin. Enfin, une chanson que tu aimes bien, quoi. Tant que c'est des chansons dynamiques qui donnent de l'énergie, quand j'ai besoin de punch et puis après l'entraînement, quand je dois justement laisser l'adrénaline redescendre ou me calmer, me concentrer, là j'écoute plutôt une chanson qui donne de la légèreté, mais qui est toujours dans la positivité. Et alors, ça serait laquelle actuellement? Alors là, j'ai pas de faudrait regarder sa playlist. Ouais, ou alors c'est une chanson honteuse, elle veut pas l'avouer. Un livre qui t'a beaucoup inspiré.
À part le tien, peut-être? Des histoires vraies, des biographies, j'en ai plusieurs. Des personnes qui se sont dépassées, qui ont fait des choses, des vraies aventures. Et c'est ça ce qui m'inspire. Par exemple, le livre de Silke Pan, qui est une athlète paralympique aussi en handbike, qui est paraplégique. Il y a plusieurs livres vraiment que j'ai vraiment adoré lire, mais c'est vraiment les histoires vraies, les histoires de personnes qui se dépassent, qui affrontent des vrais défis. Tu as rencontré Mike Horn, vu qu'il n'est pas très loin? Non. Non. Une personnalité vivante ou décédée avec qui tu aimerais passer une soirée à refaire le monde? Une personnalité avec qui tu aimerais refaire le monde? Passer une soirée à discuter de tout, de rien. Usain Bolt. Pour son record ou parce qu'il est cool? Alors j'aimerais bien découvrir ses secrets et plus découvrir ses rituels. Okay. Alors pour le coup, c'est pas forcément un très très bon exemple à suivre. Il a une vie un peu décousue, mais par contre quand il doit être là. Quand il est là. Par contre, c'est quelqu'un qui, en tout cas de ce qu'on voit et de la réputation qu'il a, qui est excessivement à l'écoute et ce genre de choses. Typiquement, pour ceux qui ne savent pas, sur un départ de sprint, en fait, quand l'athlète enlève les tenues d'échauffement, il y a toujours quelqu'un. Il avait toujours un petit mot, un petit check pour les gens qui récupéraient. Ouais. Ce qui, pareil, pour lui, c'est rien, mais tous les athlètes ne le font pas. Et lui est certainement le plus grand dans cette discipline de tous les temps. Et puis pour celui qui reçoit ce check, pour celui qui reçoit le check, ça change tout. Ouais. Ouais. Non, c'est une petite attention, mais qui est marquante. Et puis justement, c'est cette écoute-là, je pense que c'est certainement quelque chose de quoi on peut s'inspirer. Tout à fait. Si tu étais une gourmandise? Le daim. Tout simplement, Okay. tout simplement parce que, enfin, même si maintenant, au jour d'aujourd'hui, je les aime plus, mais c'était juste pour vous raconter une anecdote. Pendant mon hospitalisation, après mon accident, au début, je n'étais pas consciente quand je me réveillais du coma. Et pendant cette période-là, j'étais assez déprimée. Et pour m'emmener en thérapie, il fallait négocier avec moi comme avec les enfants, avec du chocolat. Et c'était les daims. Si tu viens en thérapie, tu auras un daim. 5 minutes après, on était au même stade. Ah bon? Si tu restes encore 5 minutes, tu auras un autre daim. Finalement, je vidais les stocks de l'hôpital. C'est si tu étais un événement? Les Jeux Olympiques. C'est bateau. Je me suis dit, quand j'ai posé la question, c'est tellement obvious. Ouais. Qu'est-ce que tu as préféré dans les Jeux Olympiques? Quand j'ai participé à Rio, j'ai essayé d'être une éponge, d'assimiler toutes les informations, toutes les choses le plus possible pour apprendre, parce que je savais que Rio ne serait pas mes derniers Jeux. Tu avais déjà décidé la reconversion à ce moment-là ou tu étais totalement focus encore sur l'équitation? J'étais focus sur l'équitation. Honnêtement, j'en avais aucune idée que j'allais par la suite courir. Okay. Pour moi, c'était simplement les Jeux. Okay. Finalement, je n'ai pas dit comment, mais j'ai dit que ça le serait. Ouais. Tu as appris la samba? Rio? Alors, le samba, j'en ai déjà dansé, mais pas à Rio. Même pas? Si tu crois à... Ouais, alors là, c'est une question que je pose souvent, mais du coup, tu croises l'adolescente que tu étais, qu'est-ce que tu lui dis? Réveille-toi. Ah bah oui, parce que c'était la période où l'accident, ouais. L'accident, c'était la meilleure chose
qui a pu m'arriver dans la vie. Une vraie leçon, ça m'a appris avant tout à connaître la vie, à réaliser ce qu'elle signifie. Et du coup, là, s'il y a un jeune entrepreneur ou un jeune athlète qui nous regarde, si tu avais un conseil à lui donner? Les habitudes, on en a des bonnes, des moins bonnes. Et avec la crise qu'on a traversée, c'est peut-être temps d'en faire des nouvelles, d'en créer des nouvelles, d'en garder des anciennes qui ont bien fonctionné, de se remettre en question, de se réinventer et surtout de croire que tout est possible. Parce que quoi qu'il arrive, on peut surmonter les défis. On peut toujours avancer, toujours trouver des solutions, même si elles se cachent et que ça paraît très très difficile, qu'on se croit confronté à un mur. Oui, ça arrive, mais on peut aller au-delà. Ces périodes-là méritent d'être vécues à 300% et en la dépassant, on aura appris, on se sera enrichi et on sera plus fort. Si tu étais une erreur? Si j'étais une erreur. Une grosse bêtise que tu as fait, parce que nous on a eu des confessions sur ce genre de questions. Ouais. Alors, ce que je crois maintenant, par rapport à mon handicap, si je l'avais déjà eu quand j'étais à l'école, j'aurais pu tricher. Vous savez pourquoi? Parce que je suis à moitié aveugle. Et je vois double quand même d'un côté, je vois quand même d'un côté, mais on trouve toujours d'autres manières. Et si tu étais le mot de la fin de cette interview? Alors d'abord, j'aimerais vous dire un grand merci et j'aimerais surtout vous inciter et tous ceux qui nous écoutent à vivre. Et je crois que tout est dit dans ce mot-là. Magnifique. Merci Céline. Santé. Ah mais c'est ça, avec toi on pourrait faire 2 ou 3 heures d'interview.